Ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, la sécurité frontalière, la ville de Siguiri était récemment à l'honneur pour abriter un forum sous-régional en ligne de mire, le modèle guinéo-malien pour inspirer d'autres pays de l'Afrique orientale, l'Éthiopie et le Kenya. Le comité national de réseau d'Afrique de l'Ouest de laboratoire de biologie médicale vient de tenir sa première réunion pour le compte de l'exercice 2025. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment le rapport des activités réalisées sur le terrain. Et puis le quotidien Horaï a créé au lendemain de l'indépendance de notre pays à 64 ans, plus d'un demi-siècle d'existence que ce journal étatique compte célébrer. Le personnel et les responsables préparent activement cette cérémonie solennelle. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, le ministère du Travail et de la fonction publique œuvre à instaurer un climat de confiance durable entre les acteurs du secteur. Après 6 mois d'intenses travaux, le pacte national de stabilité sociale pour la croissance et le progrès a été soumis ce mercredi pour validation technique des mandats tripartites par le Conseil national du dialogue social. C'est la dernière étape avant la signature du document par le gouvernement, le syndicat et le patronat. Mamadi Ternakamisoko, reportage. En octobre 2024, le Premier ministre Amadou Ouri s'est officiellement les travaux d'élaboration du Pacte national de stabilité sociale pour la croissance et le progrès social. Depuis, sous la houlette du ministère du Travail et de la fonction publique, les techniciens se sont mis à la tâche. 6 mois après, le Conseil national du dialogue social soumet le document à la validation technique des mandats tripartites, gouvernement, syndicats et patronat. Notre pays, pour la première fois, va disposer d'un document dont le contenu est un condensé des principales préoccupations du monde du travail guinéen. L'ossature du pacte est bâtie autour de 7 axes stratégiques, déclinés en des priorités et présentés sous forme de tableaux, comportant des colonnes avec des responsabilités pour chaque priorité. Nous allons les examiner minutieusement durant ces 2 jours pour aboutir au texte final devant être transmis au gouvernement dès la fin de nos travaux pour organiser la cérémonie de signature. C'est le gage du développement que nous ambitionnons. C'est le gage de croissance sociale que nous ambitionnons. Comme vous le savez, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de travail sans paix. Et pour arriver à la paix, il faut le dialogue. Fruit du dialogue et du compromis, ce pacte est un instrument essentiel de pacification du milieu du travail en Guinée. En souscrivant à l'élaboration et à l'adoption d'un pacte de stabilité, le mouvement syndical guinéen a démontré sa disponibilité en faveur d'une paix sociale durable dans notre pays. Il a, dans ce sens, privilégié le partage des responsabilités des différents acteurs du monde du travail pour construire une Guinée forte et prospère sur la base de la justice sociale. La CGGI se réjouit de voir que les préoccupations de notre communauté d'affaires ont été intégrées dans le processus d'élaboration de ce pacte. Nous croyons fermement qu'une croissance durable passe nécessairement par un secteur privé fort. La validation de ce document et sa signature prochaine sont des priorités du gouvernement guinéen afin d'instaurer un climat de confiance durable entre les acteurs du monde du travail. Je vous le disais dans les titres, sécurité frontalière, la ville de Siguiri était récemment à l'honneur pour abriter un forum sous-régional en ligne de mire, le modèle guinéo-malien pour inspirer d'autres pays de l'Afrique orientale comme l'Éthiopie et le Kenya. Un nouveau plan d'action est adopté pour assurer en permanence la sécurité au sein des frontières africaines. Diamokaba, compte rendu. Entre la Guinée et le Mali, la coopération bilatérale se solidifie. Ici à Siguiri, très proche de Bamako, la capitale malienne, un nouveau rendez-vous annuel regroupe les acteurs à tous les niveaux. Ensemble, ils renouvellent leur engagement pour intensifier la lutte contre les conflits. Une vingtaine de personnes formant une délégation venue de l'Afrique de l'Est, précisément du Kenya et de l'Éthiopie, pour venir rencontrer les cadres guinéens et maliens chargés des questions de frontières pour échanger les expériences. Cela signifie que la politique de paix, d'unité et d'intégration
prôné par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, fait ses échos au-delà même de nos frontières. L'Éthiopie et le Kenya, qui sont venus vraiment s'inspirer de la dynamique de coopération transfrontalière entre le Mali et la Guinée, à travers les GLCT Kangaba Sigiri et Mandiana Yamfolla, qui ont beaucoup travaillé dans la consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés transfrontalières. Ce bel exemple de coopération dynamique entre la Guinée et le Mali est inspirant. Nous, en tant que partenaires, la GIZ, à travers le programme Frontières de l'Union africaine, nous appuyons ces États depuis 2008. C'est aujourd'hui une fierté pour nous de voir que ce produit est en train d'être bien vendu, est en train d'être bien demandé à travers le continent. Et pendant l'atelier, nous avons appris quelque chose qui est très fondamental que nous allons partager avec nos différentes communautés de l'Afrique de l'Est. Après 72 heures de partage d'expérience, les ambitions communes se rejoignent désormais entre ces pays qui comptent aller plus loin dans le registre du renforcement du climat de paix et de confiance. Dans le registre de la santé, le service orthopédique du centre chirurgical interarmé du camp Kamayenne vient de réaliser la toute première opération d'arthroplastie en Guinée, une prouesse chirurgicale qui marque un tournant décisif dans le développement de la médecine orthopédique nationale. Adjudant Abdulkader Kamara, correspondant de la presse militaire. Le service orthopédique du centre chirurgical des armées du bataillon d'infanterie de camp Kamayenne franchit une étape historique en réalisant sa première intervention d'orthoplastie en République de Guinée. Cette opération chirurgicale a été menée avec succès par une équipe dévouée de médecins militaires. Madame Kourouma, bénéficiaire d'une prise en charge du Fonds d'indulgence et de développement, est la première patiente à subir cette intervention dans le pays. Le but de l'intervention, c'était d'enlever ces coupes, faire les coupes là et là, remplacer par cette surface articulaire par un implant prothétique, par une prothèse totale de genou. Alors c'est ce qu'on a fait. On a fait une prothèse et ici on a mis les prothèses. On est satisfait du résultat. On voit que le membre est mieux axé qu'avant. Je pense que c'est parfait. Dès demain, la dame, elle peut se lever pour commencer à utiliser. Venir ici, on a eu beaucoup de facilités quand même et qui ont été notées. Et moi, par contre, je rendrai compte à ce cheval et qui, eux, peut-être ils pourront aussi apporter d'autres aides à ce sujet. Et nous espérons que l'élaboration, quand eux, les autorités guinéennes, nous le facilitent, et nous serons tout le temps disponibles. Bien que cette pathologie touche principalement les personnes âgées, elle peut être favorisée par des facteurs tels que le surpoids, des antécédents traumatiques et le manque d'activité physique. Traditionnellement, cette intervention chirurgicale représente un coût considérable pour les patients. C'est une occasion pour moi de remercier la hiérarchie militaire. Aujourd'hui, c'est vraiment un honneur pour nous de faire cette intervention dans une structure militaire. Il faut dire qu'on est au bataillon d'infanterie du camp Kamayenne, mais puisque le service de santé des armées, c'est un service qui est transversal, on a décidé de faire cette chirurgie pour la première fois ici, mais c'est une chirurgie qu'on fera à l'hôpital militaire de Conakry ultérieurement et dans d'autres structures de l'armée. À leur sortie du bloc opératoire, ces patients rétablis ont exprimé leur gratitude envers les autorités qui ont facilité la prise en charge au sein de cette structure sanitaire des armées. Institution de référence dans la sous-région ouest-africaine, elle concrétise un pari réussi pour la médecine militaire guinéenne. Désormais, la pratique de l'orthoplastie est bel et bien une réalité dans le pays. Je remercie les autorités pour leur soutien et aussi les médecins. Ça fait plus de 3 ans, mon pied me fait mal. C'est cette fois-ci que j'ai eu l'opportunité. Je remercie tout le monde. La gonarthroscopie compartimentale est une intervention chirurgicale. Elle consiste à remplacer les structures articulaires naturelles du genou par une prothèse en vue de restaurer ses fonctions. Cette première expérience réussie marque une avancée considérable dans le développement de la médecine militaire dans notre pays.
Dans le domaine de la santé, toujours, le Comité national du réseau d'Afrique de l'Ouest de laboratoire de biologie médicale vient de tenir sa première réunion pour le compte de l'exercice 2025. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, notamment le rapport des activités réalisées sur le terrain et les projections sur l'année en cours. C'est un reportage de Thierno Maroufba et Ousmane Ouatsissé. La biologie médicale joue un rôle primordial dans la prévention tels que le dépistage et la surveillance. Depuis 2019, le réseau d'Afrique de l'Ouest des laboratoires de biologie médicale est lancé dans ce pays pour harmoniser les recherches biomédicales. En Guinée, le comité national du réseau Lab 3 se retrouve pour échanger sur les activités réalisées en 2024. Nous avons une activité phare d'ici 2025. Nous allons mettre en place un programme national d'évaluation externe de la qualité, c'est-à-dire que nous allons regarder la qualité des résultats qui sortent de tous les laboratoires pour être sûr que ce sont des bons résultats. Ceci, c'est un processus, ça demande un gros investissement humain, mais aussi financier. Cette troisième phase du réseau Lab a permis à la consolidation de la formation continue des techniciens du laboratoire. Nous communiquons davantage entre pays, nous échangeons. Nous faisons en sorte que nos niveaux se ressemblent, que nous avançons tous ensemble et qu'on ne se dise pas « Ah, à Dakar, le laboratoire est mieux qu'à Conakry, ou bien qu'au Burkina, ou bien qu'à Bamako ». Et on a pu constater pendant le comité de pilotage des avancées significatives dans la mise en œuvre des activités qui sont prévues. Donc le bilan en date pour 2024 est très satisfaisant et les projections d'activité en 2025 aussi sont rassurants pour atteindre les indicateurs du projet. Pour l'année 2025, le réseau Lab 3 se fixe comme axe d'intervention le renforcement institutionnel à l'appui à la mise en œuvre des politiques de biologie médicale ainsi que l'accompagnement technique des laboratoires en matière de diagnostic dans les 7 pays membres. Sur un tout autre plan, protection des travailleurs migrants sur le territoire guinéen, la Guinée et ses partenaires viennent de franchir une étape importante à travers la validation de la stratégie nationale de la migration de la main-d'œuvre fondée sur les droits de l'homme. Mamadi Ternakamisoko pour plus de détails. Pays de départ et de destination des travailleurs migrants, la Guinée opte pour une migration équitable et bien gérée. Avec l'accompagnement de ses partenaires internationaux, le pays se dote d'une stratégie nationale de la migration de main-d'œuvre fondée sur les droits de l'homme et sensible au genre. Un consensus est enfin obtenu entre les acteurs et le document final est validé par toutes les parties à l'issue de ces 2 jours de travaux à Conakry. La stratégie que vous avez validée aujourd'hui permet de poser des fondations solides, tout d'abord pour renforcer le cadre juridique et institutionnel, mais aussi pour améliorer la protection sociale et les conditions de travail des personnes migrantes. Également pour construire des passerelles concrètes entre emploi, formation, mobilité professionnelle et reconnaissance des compétences. Après l'adoption de ces documents que nous avons débattus ici, j'espère que ces documents contribueront effectivement et de manière significative à minimiser les impacts de ces déficits qui affectent nos populations migrantes en Guinée et dans chacun des États membres de la CEDEAO. L'Organisation internationale du travail, à travers les projets appui à la libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l'Ouest et renforcement de la gouvernance de la migration de la main-d'œuvre dans les secteurs de l'agriculture et du travail domestique agridome, accompagne techniquement le ministère du Travail et de la fonction publique dans ce processus. La formulation de la présente stratégie s'inscrit dans la dynamique de la signature en février dernier du programme pays de promotion du travail décent 2025-2029 pour la Guinée, auquel j'ai eu le privilège de participer. Elle a pour objectif de faire progresser l'agenda du travail décent pour toutes et tous, y compris les travailleurs migrants en Guinée. L'élaboration donc d'une telle stratégie est une opportunité pour notre pays d'accorder une importance capitale à la question de migration. Elle renforce la coordination entre les différentes institutions, elle améliore la gestion des données migratoires
et faire la promotion des accords bilatéraux de travail et de sécurité sociale. Sur la question de la migration de la main-d'œuvre, les rôles et responsabilités des acteurs impliqués sont désormais clairement définis, ainsi que la stratégie de mobilisation des ressources et le mécanisme de coordination de la mise en œuvre de la stratégie nationale. Et puis à Farana, le fleuve Niger qui, depuis belle lurette, assure le bien-être des populations, est en cours de disparition, une triste réalité qui affecte le couvert végétal. Malgré les efforts des autorités sur place, des fours de briques cuites sont encore visibles dans le secteur de Diara. C'est notre grand format réalisé par Ibrahima Oulin Fofana et Silati Kourma. Au centre-ville de Farana, tout comme dans les villages, plusieurs personnes continuent d'utiliser des briques cuites dans la construction des bâtiments. C'est le cas de ce chantier. L'aspect économique de ces briques fait que ce père de famille s'y intéresse. Quand vous prenez des gens pour te faire coudre la brique à 5 francs, vous la faites brûler, vous l'avez au moins, on peut la vendre à 1000 francs. Le transport, moins. Avec la brique cuite, elle est par rapport plus résistant que certaines briques en ciment. Parce que certains font, pour un sac de ciment, ils peuvent utiliser au moins 50 briques. Ou 45 briques. Prenez l'arme tout de suite, vous tirez, vous allez voir que les balles vont passer. Mais prenez l'arme, tirez ici, aucune balle ne peut traverser. Il y a aussi un problème de fraîcheur. Plusieurs personnes pensent que les briques en ciment sont beaucoup plus chères. Or, c'est le contraire. Parce que quand vous construisez avec des briques en ciment, le crépissage ne vous sera pas difficile. Et les briques en ciment ont des trous qui captent la chaleur pendant la journée, mais c'est le contraire avec des briques cuites. Aujourd'hui, la berge du fleuve Niger est quasiment transformée en une briqueterie. À travers ses actions anthropiques, toute cette partie du fleuve est dans un état de dégradation très poussé. L'environnement est aussi menacé de disparition. Le mois passé, nous avons fait une mission de répression dans ce secteur Yara où nous avons saisi 20 brouillettes, une moto TVS, un vélo, 2 motoculteurs, pioches, des pelles, des dabas qui sont mises à la disposition de la justice. L'unité régionale de la lutte contre la criminalité des espèces de faune et de flore a saisi le procureur et nous attendons le jugement. Et ce matin, nous sommes venus voir s'il n'y a pas eu insistance de la part de ceux qui mènent ces activités. Nous avons trouvé ces fours en train d'évoluer et nous sommes là ce matin-là pour voir qu'est-ce qu'il faut. La galerie forestière est complètement détruite dans cette zone. Mais il faut retenir que c'est le seul site qui insiste encore. Et nous avons demandé aux services techniques, notamment la section des forêts faunes, de veiller sur ce site. Tout ce qu'on trouve ici seront saisis et mis à la disposition de la justice. Sur le terrain, l'inspection régionale de l'environnement collabore avec la direction préfectorale des mines. La pratique est presque réprimée dans toutes les carrières de briques. À ce jour, seulement qu'à Diara, où il y a encore de la réticence. La décision de fermeture des carrières de fabrication de briques à Farana remonte en 2022, lorsque l'autorité régionale a interdit toute confection de briques le long du fleuve Niger. Elle a été suivie par la direction préfectorale des mines. Ce n'est qu'en cette année 2025 on a été surpris de voir certains fabricants qui sont venus commencer la confection des briques. On les a sensibilisés afin qu'ils puissent arrêter. Mais c'est seulement ce site de Diara qu'il y a la réticence. Les récalcitrants qui travaillent ici ont continué à confectionner les briques, même nuitamment. Au cours de cette sortie de répression, un camion transportant des briques a été saisi. Le débarquement est aussitôt fait et des interpellations par les agents de l'inspection régionale de l'environnement en ont suivi. Je transporte 1000 briques à 250 000 francs. Je paye mes apprentis et avoir aussi la recette. Tout le monde doit s'impliquer dans le cadre de la protection de ces cours d'eau. Parce que c'est un bisou pour nous. Quand vous partez par exemple dans la zone de Botier, vous trouverez les mines de bauxite. Vous partez dans la région de Kankan, il y a les mines d'or. Vous partez à Zérekore, il y a les mines de fer. À Farana, la seule ressource, c'est le fleuve et son bassin. Ces ressources naturelles doivent être préservées, protégées dans le cadre du bien-être de la population guinéenne. Pour rappel, le fleuve Niger prend sa source à Farana dans la sous-préfecture de Kobikoro à Bakando, au moins à 170 km du centre-ville. Ce patrimoine naturel parcourt 4200 km avant de se jeter dans l'océan Atlantique et qui traverse 9 pays.
Pour ce faire, des dispositions idoines devraient être prises pour la survie de ce fleuve et de son environnement. C'est seulement le fleuve Niger et le parc national du Haut-Niger qui constituent les seules ressources naturelles pour la préfecture de Farana. Parlons à présent de transparence dans les industries extractives avec cette réunion du comité de pilotage de l'ITIE-Guinée. L'objectif est de renforcer les pratiques qui visent à promouvoir la transparence dans le secteur minier guinéen, aussi permettre aux populations de bénéficier des retombées de l'exploitation minière de façon juste et équitable. Mamadou Alpha Baldé. Pendant que la Guinée renforce et diversifie son secteur minier, le pays reste déterminé à maintenir la transparence dans son secteur extractif. Pays conforme à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, le comité de pilotage de l'ITIE-Guinée échange sur les efforts du pays dans ce domaine. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives est devenue de nos jours la norme mondiale de bonne gestion des ressources naturelles pétrolières et gazières. Donc la Guinée a adhéré à cette initiative en tant que pays minier par excellence en avril 2005 pour améliorer, n'est-ce pas, la gouvernance dans le secteur minier et permettre l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Cette réunion du comité de pilotage se tient en présence de représentants de l'ITIE à l'international. Cette réunion du comité de pilotage se tient en présence de représentants de l'ITIE à l'international. L'initiative permet surtout de faire du secteur un véritable moteur du développement à travers la culture de la transparence. L'évaluation qui sera faite à partir du 1er octobre 2025, on aura besoin véritablement, avant qu'on arrive à cette échéance, que l'ITIE-Guinée se repositionne et que remobilise tous les acteurs, également le gouvernement puisse l'accompagner dans ce processus-là avec les moyens techniques et financiers. L'implication de la société civile est l'une des principales composantes du processus. À travers l'ITIE, les retombées issues de l'exploitation minière doivent être connues de tous. Dans l'actualité encore, l'opération Ensemble maintenant notre paradis propre est lancée à Imbaya. Très tôt ce matin, des jeunes munis de balais, de pelles et autres ont débarrassé les grandes artères de leur quartier d'ordures. Une action citoyenne portée par le mouvement des jeunes Yatekanfé de Imbaya Port 1 qui compte étendre leurs activités dans le Grand Conakry. Son assaillant. À Imbaya démarre un élan pour l'assainissement de la capitale. Cette initiative de grande envergure, dénommée Action Ensemble, maintenant notre paradis propre, est portée par le mouvement des jeunes Yatekanfé de Imbaya Port en collaboration avec l'entreprise Guimob. Les jeunes ont sillonné les coins et recoins du quartier pour dégager les ordures. C'est une contribution de notre pays aussi, comme on n'a pas les moyens de mettre à disposition de l'État. Mais l'assainissement que l'État doit faire, quand nous les citoyens de ce mouvement, on a à se mobiliser chaque dimanche à faire l'assainissement. Compte tenu des capacités d'investissement que M. Fona est en train de tenir dans ce quartier, mobiliser les jeunes, faire des donations, défendre la salubrité dans le quartier, donc ça ne pourrait être qu'un acte salutaire. Cette journée d'assainissement va au-delà des actions de salubrité. Elle est aussi l'occasion de sensibiliser la population sur l'importance de la préservation de l'environnement. Donc wali na mugol wal nan sama bama lagina ka bil la ma khano khoygiri no khoy muse se fama menga say ban sangam fama no khoygiri. La propriété est l'affaire de tous. Je les remercie. Nous devons tous lutter contre l'insalubrité. Le mouvement des jeunes Yatekanfé compte élargir cette action citoyenne à travers la capitale. Et pour terminer, le quotidien Horoya, créé au lendemain de l'indépendance de notre pays à 64 ans, plus d'un demi-siècle d'existence que ce journal étatique compte célébrer. Le personnel et les responsables se préparent activement pour rendre ce moment solennel et inoubliable. Madi Bangora Fodé Abassissé. Le journal Horoya se prépare à célébrer son 64e anniversaire. Un moment historique. Depuis plusieurs jours,
Une véritable mobilisation est observée au sein de la rédaction. Responsables et agents unissent leurs efforts pour faire de cet événement une réussite mémorable. Dans les couloirs de la rédaction, comme dans les salles d'archives, l'ambiance est marquée par l'enthousiasme et la fierté. Dans les années 47, on l'appelait pas Auréa. C'était juste des phares de Guinée, édités par un groupe d'intellectuels d'élite guinéens qui avaient pris conscience vis-à-vis du système colonial. Les phares de Guinée, ils sont passés au coup de bambou. Et de coup de bambou, ils sont passés au réveil. C'est après le réveil, dans les années 58, 59, 60, que Auréa a pris le nom Liberté. Aujourd'hui, je demande une doléance au président de la République et à tout son gouvernement de nous assister pour avoir le matériel. On travaille avec les moyens de bord. Grâce à la volonté des autorités et à une vision tournée vers l'avenir, le quotidien Auréa a connu une modernisation. Le journal s'est engagé dans une dynamique de renforcement de ses capacités tant sur le plan technique que sur les conditions de travail des journalistes. Auréa qui a 64 ans, Auréa a fait un parcours. C'est le moment de faire le petit bilan. En 64 ans, qu'est-ce qu'on a eu à faire? En 64 ans, quels sont les manquements qui se passent? En 64 ans, quelle est la doléance que nous pouvons poser à l'État? Quand on me nommait, le journal ne paraissait pas. Le journal pouvait faire des années ou des mois sans parution. Quand on a été nommé à l'époque, on s'est mis ensemble avec tout le personnel du quotidien national pour redorer le blason, parce qu'il faut savoir que le quotidien national aurait une grande maison. Conscient des enjeux liés à l'évolution des technologies de l'information, Auréa a diversifié ses sources de communication. Une démarche stratégique qui lui permet aujourd'hui de toucher un plus large public en restant fidèle à sa mission d'information. Depuis sa création en 1961, Auréa a traversé les âges et les contextes, tout en gardant le cap, celui d'un journal national proche du peuple, engagé pour une information fiable et accessible. Voilà qui m'a fait un journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.